Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. Ce soir, nous prenons un léger recul pour tenter de lire les actualités filantes, celles qui défilent à une vitesse vertigineuse et qui nous laissent souvent à peine le temps de comprendre les choses ou ce qui se trame derrière notre dos, ce que nous concoctent certains puissants de ce monde et les médias qui les relaient au nom de la démocratie et parfois au nom de la liberté d'expression. La guerre en Ukraine a dévoilé le visage caché de certains politiques de ce monde moderne. Et à propos de monde moderne, nous accueillons avec beaucoup de plaisir M. Alexis Poulinge, journaliste et cofondateur du média Le Monde Moderne. C'est bien cela, M. Alexis? Absolument, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes le bienvenu. Alexis, dites-nous, vous êtes ici en Algérie pour quelques jours et vous êtes aussi quelqu'un qui a son propre média, sa propre chaîne, justement pour un petit peu vous démarquer de ces mainstream qui aujourd'hui sont en train de distribuer une certaine information où tout le monde est conforme sur une certaine ligne. Absolument. Moi, j'ai fait beaucoup de médias français et internationaux et ça fait depuis 2017 que j'ai cette idée et cette envie de faire un média aussi, le monde moderne.media, pour décrypter justement comment les médias dits mainstream, c'est-à-dire les grands médias ou médias d'État ou financés par certains milliardaires, donnent une certaine vision de l'actualité. Alors, je parle majoritairement de l'actualité française, mais aussi internationale. Et c'est vrai que quand on prend le pas de côté et qu'on regarde comment sont traitées les informations, eh bien sûr, les informations, vous le savez en tant que journaliste, ce sont des faits avérés, et nous recoupons les faits pour être sûr de ne pas dire des fausses informations. Mais une fois que les faits sont donnés, eh bien, les médias choisissent de les présenter d'une certaine façon ou d'une autre, en mettant des faits en avant et en mettant d'autres faits plus en arrière pour éviter de brouiller une certaine visibilité de ce qu'on voudrait faire entendre et faire voir. Donc c'est assez important pour comprendre, décrypter comment les médias aussi racontent des histoires, même si ces histoires sont basées sur des faits réels. Oui, en plus, vous avez aussi ce plus, cette valeur ajoutée de présenter vos informations et donc votre chaîne avec cette note un petit peu humoristique, parce qu'il le faut bien, c'est tellement lourd ce qu'on nous sert tous les jours. Donc, quelque part, il faut un petit peu prendre les choses au second degré. Oui, peut-être pour faire passer aussi, je dirais, la pilule. Deux choses. Je crois que déjà beaucoup de gens refusent de s'informer parce qu'on a l'impression que l'information c'est toujours tragique, c'est toujours des mauvaises nouvelles, c'est donc très lourd. Donc beaucoup de gens préfèrent ne pas savoir. Et puis l'autre chose, c'est que parfois c'est aride, c'est des informations économiques, c'est pas facile à comprendre. Et puis d'autres fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde moderne qui est un monde de fous en réalité, où on a l'impression que beaucoup de choses ne vont pas très bien. Et donc l'humour, ça permet de faire passer ce message-là, ça permet d'informer aussi de manière plus légère, mais aussi de s'informer en disant ne prenons pas tout ça trop au sérieux parce que certes ce sont des faits, ce sont l'actualité, mais il y a plein de choses qu'on ne va pas traiter dans ces médias-là, qui pourtant existent et qui sont là, et qui permettraient d'avoir une vision plus neutre, mais sortir plus globale. Aussi de ce côté un petit peu trop conventionnel, très sérieux, très lourd, des fois qui fait que beaucoup de téléspectateurs fuient plutôt l'information plutôt que d'aller la chercher. C'est ça. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, Alexis Poulinge, qu'aujourd'hui, par exemple, la guerre en Ukraine a vraiment fait tomber les masques, a démasqué justement cette hypocrisie du traitement de l'information, cette hypocrisie politique, mais d'abord et ensuite médiatique, puisqu'on a vu que finalement tous les médias se sont relayés pour avoir un seul mot d'ordre, qui est celui d'une Russie qui agresse, entre guillemets. Mais personne n'aborde, par exemple, la question sous un autre angle. Et chaque fois qu'il y a justement des voix qui voudraient dire ou penser autrement, ces voix-là n'ont pas leur place dans les médias occidentaux. Oui, alors j'ai aussi un passé de chroniqueur éditorialiste chez RT France, qui était Russia Today, donc la chaîne russe, mais en France, avec des journalistes français, une rédaction française, qui a été censurée par l'Union européenne. RT ne peut plus diffuser sur le territoire européen parce qu'il ne doit y avoir qu'un seul son de cloche, celui des médias européens, puisque
selon Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et les leaders européens, le média russe faisait de la propagande, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ils traitaient l'information juste avec un angle, un prisme, évidemment, différent. Et puis, ensuite, ce qu'on a vu dans cette guerre en Ukraine, et ce n'est pas le cas ici en Algérie et dans 80% du monde, c'est que États-Unis, OTAN et les pays membres de l'OTAN hein, et l'Union européenne traitent l'information de manière unilatérale, c'est-à-dire cette guerre, c'est l'avenir du monde qui en dépend. Mais si vous êtes ailleurs sur la planète, beaucoup de pays ne savent même pas où est l'Ukraine, ne comprennent pas qu'une guerre régionale ait autant d'importance, notamment pour les Américains. Hein. Encore une fois, surtout. On voit que c'est une guerre par proxy de Washington. Et puis l'autre chose, c'est les fake news, la désinformation. Les médias qui sont censés faire attention, vérifier les faits, eh bien, ont, par exemple, fait passer des cheminées pour des bombes non explosées sur une centrale, ont sorti aussi des fausses bombes nucléaires qui n'existaient pas, qui étaient issues de jeux vidéo. Il y a eu beaucoup d'erreurs factuelles qui n'ont pas vraiment été sanctionnées par les autorités. Il y avait aussi l'histoire des réfugiés, où on parlait de certains réfugiés, et il y avait des images, alors que par la suite, on s'est rendu compte que c'était une mise en scène, et personne n'a dénoncé pour autant. Rarement, quand on voit qu'il y a quelque part une désinformation, on revient dessus et on s'excuse ou on la dénonce. Le problème de la guerre en Ukraine, c'est qu'effectivement, dans une guerre, je le disais lors d'une précédente interview, l'information, c'est une arme et c'est aussi une victime. C'est-à-dire que l'information en temps de guerre, c'est une arme. C'est extrêmement important de pouvoir faire de la propagande, hein, quel que soit le camp, mais c'est aussi une victime parce que c'est extrêmement difficile de faire de l'information. Et je rappelle qu'il y a un journaliste de l'AFP, par exemple, qui est mort en Ukraine il y a de ça 15 jours. Oui, très bien. Alors, Monsieur Alexis Poulain, selon vous, pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi aujourd'hui, alors qu'en Occident, et je prends l'exemple de l'Occident parce que souvent, on a toujours eu ce modèle devant nous de la liberté d'expression, on pouvait tout dire, on pouvait dénoncer, et qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un Occident qui est très fermé sur sa propre opinion et qui voudrait formater également les autres opinions. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en dehors des coulisses, par exemple, du fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afrique, qui est une victime collatérale d'un conflit où elle n'a rien cherché, elle n'a rien demandé, mais aujourd'hui, on demanderait, ou l'Europe de manière générale, qui s'est mobilisée contre la Russie, demande à certains pays ou à certains continents de se positionner alors que nul n'est obligé de le faire. Pire encore, non seulement elle demande de se positionner, mais les pays de l'Alliance otanesque et les États-Unis en tête condamnent certains pays qui reçoivent de l'aide russe, par exemple. Or, le problème, c'est les famines, le manque de grains, le manque de blé, etc. À un moment, c'est une question humanitaire, c'est pas une question d'un camp ou d'un autre. Donc, il faudrait mourir pour défendre les intérêts ukrainiens, même si ce pays-là est très loin du vôtre et que vous n'en avez absolument rien à faire puisque c'est pas dans votre intérêt géostratégique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne crois pas que les démocraties essayent encore de faire la leçon. On a affaire à des pays qui sont d'anciennes puissances colonisatrices, des anciens empires qui ont eu toute cette politique de dévastation et de déstabilisation du monde, qui aujourd'hui ont peur, en fait. Je pense que ce qui se passe, c'est que les démocraties, notamment Europe et États-Unis, sentent qu'elles ne sont plus à la manœuvre, qu'elles ne sont plus les maîtres du monde d'une certaine façon. On voit l'émergence des BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine. De plus en plus, oui. De plus en plus. Et ces BRICS agglomèrent de plus en plus d'autres pays. Et comme je le disais, c'est quasiment 80% de la population mondiale. Population jeune, population en développement, pays en développement également avec beaucoup de potentialités. Et donc, ce monde qui autrefois était le monde dominé par les États-Unis et la guerre froide entre les États-Unis et la Russie soviétique, eh bien aujourd'hui, c'est un monde entre les démocraties défaillantes, c'est-à-dire des démocraties qui de plus en plus prennent des outils qui sont des outils non pas de démocratie mais de régime autoritaire, la censure notamment, les mesures d'exception, le contrôle de la liberté de mouvement, enfin toutes les libertés qui ont été bafouées récemment. Hein. Et en France, vous avez vu les manifestations contre la réforme des retraites, on a vu la police. Et donc, il y a une peur, panique en fait, de la part des anciens maîtres du monde de se voir finalement relégués au second plan face à ces BRICS qui prennent le pouvoir. Au fait, quelque part, donc, la guerre en Ukraine a menacé certains intérêts, a remis en cause certains courants de pensée, et pas que, mais a très mal, si vous voulez, a mis
très mal à l'aise, par exemple, les relations entre l'Afrique et l'Europe, parce que l'Afrique ne sait pas comment doit se positionner, alors que l'Afrique est en grand besoin, par exemple, de céréales, et l'Afrique est également, il y a des pays qui sont très riches en ressources énergétiques, donc ils doivent aussi eux aussi voir leurs intérêts. Donc il y a quand même eu un malaise entre l'Europe et l'Afrique sur fond de crise ukrainienne. Alors c'est pas un malaise nouveau, hein. Je crois que ce malaise, Elle a été peut-être exacerbée. Exacerbé, évidemment, mais prenons en exemple la politique française au Mali, qui a été un fiasco total. Prenons tous les pays francophones en Afrique qui se tournent maintenant vers la Russie ou la Chine, parce que justement la France a eu une attitude néocoloniale, de mépris, aussi d'utilisation des ressources, de mise en place aussi de certaines castes politiques plutôt que d'autres. Et donc, à un moment, certains responsables politiques se sont dit, ça suffit, on ne doit pas continuer à tolérer ce genre de positionnement. Oui. Et on voit bien qu'il y a une manœuvre, mais paniquée de la part d'Emmanuel Macron, quand il vient en Algérie. Alors, officiellement, c'est pas pour le gaz, mais évidemment que c'est pour renégocier des accords. Au moins, le mérite pour l'Italie, ça a été clair. Au moins, voilà, mais parce que c'est clair. Mais cette ancienne puissance colonisatrice ne veut pas avouer qu'elle en est là et dire mais il faut pourtant maintenant aujourd'hui parler d'égal à égal et même peut-être d'inférieur avec l'État algérien parce que vous avez besoin de gaz. On en est là. Or toute cette politique d'arrogance, de mépris et puis le passif fait qu'aujourd'hui on voit bien que les anciennes puissances colonisatrices ont bien du mal en Afrique et donc c'est pour ça que ces pays aujourd'hui se tournent vers des partenaires qui n'ont pas été colonisateurs mais qui ont une logique de partenariat économique comme la Chine ou la Russie. Oui. Alors, selon vous, Monsieur Alexis Poulain, pourquoi aujourd'hui l'Europe s'est enlissée, et particulièrement la France, dans le suivisme américain, alors qu'il aurait pu se positionner vis-à-vis de cette question, justement, cette question ukrainienne. Ils auraient pu avoir une position différente qui peut-être aurait servi leurs intérêts, sans pour autant tomber dans le suivisme le plus total concernant donc l'Ukraine. Vous savez, le dernier moment où la France a été, on va dire, un pays diplomatiquement non aligné sur les intérêts américains, ça a été la guerre en Irak. Le discours de Dominique de Villepin, qui était alors Premier ministre aux Affaires étrangères, qui annonce à l'ONU que cette guerre n'a aucun sens et que la France n'a aucun intérêt à la faire. Depuis d'ailleurs l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est un alignement à 100% sur les demandes de Washington et donc les demandes otanesques. Pourquoi ? Alors j'ai pas la réponse, honnêtement, si ce n'est que les États-Unis ont mis en place une politique de soft power, comme on dit, c'est-à-dire de puissance immatérielle, en choisissant qui sont les leaders en France avec ce programme de Young Leader, en choisissant aussi qui sont les choisis pour arriver ensuite aux manettes, le Bilderberg aussi, ces sommets transatlantiques qui sont nombreux et qui permettent en fait de recruter dans les élites nationales ceux qui vont être de l'intérêt américain, et puis des lobbyistes avoués, quelqu'un comme Benjamin Haddad qui a travaillé pour l'Atlantic Council, qui est maintenant député français élu et qui travaille alors avec sa casquette de député français, mais qui continue de défendre les intérêts américains en France. Et ils sont nombreux à faire cela. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très difficile, même si vous avez en France une scène politique qui est en train de remettre en question la construction européenne telle qu'elle se fait, parce que l'énergie coûte trop cher, parce que la France est perdante sur beaucoup de sujets, et parce que l'Europe est en train de nous emmener potentiellement dans une guerre mondiale. Et donc la promesse de l'Europe c'est la paix, là ça ne tient plus. Et puis il y a un besoin de reprendre un pouvoir, un contrôle sur cette machine technocratique qui s'est mise en place. Très bien. Alors on voit qu'il y a quand même une batterie de sanctions contre la Russie, et ces sanctions n'ont pas quand même réussi atteindre l'objectif escompté par les États-Unis ni par l'Europe, parce que de toute façon, on finit toujours par sous-traiter sous un autre angle pour avoir du gaz russe finalité. Pourquoi ne pas aller, par exemple, vers un terrain d'entente et essayer de voir comment ouvrir une petite parcelle pour les négociations ?
C'est là où faut-il attendre le feu vert des États-Unis? Mais sans doute, parce que c'est là où c'est incompréhensible. C'est-à-dire que la guerre, c'est une chose, et on peut être contre l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, même si, comme vous le disiez, hein, c'est un sujet complexe qui remonte aux accords de Minsk, à 2014, au Maïdan, etc. On en parle très peu des accords de Minsk, justement, sur les médias. Aujourd'hui, donc voilà, il y a même eu François Hollande qui s'était fait piéger, hein, et qui a dit non, mais les accords de Minsk, c'était pour rigoler. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces sanctions contre la Russie sont des sanctions contre l'Union européenne. Vous avez une inflation galopante, vous avez un prix de l'énergie qui explose, qui fait que les entreprises, pour beaucoup, sont obligées de fermer, ne peuvent plus continuer leur activité. Et tout ça sans réfléchir, puisque du côté russe, le gaz et le pétrole se vendent de manière détournée, et c'est l'Inde qui vend du pétrole raffiné maintenant aux pays européens, mais du pétrole russe, mais qui le fait passer par ses raffineries. Et tout ça, alors... L'Union européenne a montré l'Inde du doigt en disant « Attention, c'est pas bien de faire ça », mais qui sont ces gens-là? Enfin, depuis des années, quand vous parlez de sanctions internationales, c'est les États-Unis qui sanctionnent des pays. Ce n'est pas d'autres pays qui sanctionnent les États-Unis ou d'autres. Il n'y a jamais eu de sanctions vis-à-vis des États-Unis. Contre les États-Unis par notre pays? Je ne crois pas. C'est unilatéral. Et pourtant, ils ont fait des déstabilisations de régime, ils ont fait des guerres meurtrières. Enfin, on pourrait les traduire devant des tribunaux internationaux pendant des années et des années. Mais jamais. Toutes les sanctions internationales sont décrétées à Washington. Et parce que extraterritorialité du droit américain, etc. Et donc, l'Europe est rentrée totalement dans ce moule-là et pense... alors, je pense qu'il y a une volonté aussi de faire plaisir et puis de croire que l'Europe a un avenir sans la Russie. Mais si vous regardez le continent, si vous regardez comment ces choses-là sont faites, un jour la guerre s'arrêtera, Vladimir Poutine cédera le pouvoir, il faudra bien retrouver un partenariat avec la Russie. C'est complètement fou de penser que ce pays géant proche de l'Europe serait l'ennemi perpétuel comme du temps de l'Union soviétique. Alors, oui. Oui, je vous laisse... les choses ont changé, en réalité. Et justement, il y a aussi cette course effrénée à l'armement. Comment armer l'Ukraine, comment armer aujourd'hui Zelensky. Alors Zelensky, on le voit pratiquement à tous les forums, à tous les sommets. Et le dernier en date, donc celui de Moldavie ce matin. Et la demande est toujours la même, aider l'Ukraine, comment encore armer davantage l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est avec cet esprit va-t-en-guerre qu'on va aller vers un dialogue qu'on prône et auquel on exhorte par exemple la Russie? Vous savez, il y avait plusieurs plans de paix qui étaient posés sur la table. Proposés au départ. Vous aviez le plan russe, évidemment, mais vous aviez les Turcs aussi qui avaient proposé quelque chose. Il est toujours valable, mais... Bien sûr, les Chinois également. Et tout ça a été mis à la poubelle. Et le seul plan de paix qui reste aujourd'hui, c'était discuté au G7 il y a 15 jours, c'est celui de M. Zelensky, président de l'Ukraine, qui veut un retour aux frontières avec la Crimée, etc. et la traduction de Poutine devant un tribunal international. C'est ça le plan de paix, le seul que signera M. Zelensky. Là où c'est dangereux, c'est que vous avez une population civile, que vous aviez des militaires ukrainiens, et que cette guerre peut être extrêmement destructrice, va prendre beaucoup de vies, va ravager un pays en réalité, pour au final, se retrouver devant une table et faire des accords de paix. Alors je comprends que les Ukrainiens souhaitent se défendre, etc. Mais il faut un moment être réaliste et voir quelles sont les forces en présence. Est-ce que les Américains vont armer, donner encore davantage d'argent, comme les Européens? Mais jusqu'à quand et pour quels résultats? Et au final, c'est pas juste de l'argent et des armes, c'est des vies humaines. Des vies de soldats et des vies aussi de civils. Et donc, soit on va rentrer dans une guerre totale extrêmement criminelle, soit... on retrouve la raison et on dit peut-être qu'il est temps de discuter. Là, ce que je vois, c'est une volonté d'une guerre totale et ça m'effraie. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'Afrique, et je reviens toujours vers l'Afrique parce qu'on a quand même cette impression qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est convoitée parce que l'Afrique est devenue quand même cette recherche de l'énergie, de la ressource qui manque, qui vient à manquer parce qu'on essaie de pallier aux sanctions russes. Qui finalement aujourd'hui est en train d'être un petit peu au centre ou au cœur des luttes justement en Europe ou en Occident.
partout. L'Afrique, en fait, est une terre d'avenir. Elle regorge de trésors, à la fois dans les sols, évidemment, hein, pour la transition écologique, comme on appelle ça en Europe, hein, les batteries, les métaux rares, etc., mais aussi sa jeunesse. En termes de démographie, le continent africain est un des continents les plus jeunes du monde, alors que l'Europe est une Europe vieillissante. Et donc, où que vous regardiez, l'avenir appartient plutôt à ces pays-là, qui en plus, politiquement, ont repris le contrôle d'une certaine façon et refusent de rentrer dans une logique néocoloniale de pillage des ressources et de non-redistribution des valeurs. Donc l'Afrique, aujourd'hui, ça reste bien sûr cette terre toujours recherché. Et comme je le disais, le pays, je pense, le mieux positionné actuellement, c'est la Chine, parce que depuis des années, et de manière très discrète, la Chine a mis en place des partenariats économiques, a aidé de nombreux pays, mais sur un pied d'égalité, sans jamais avoir une volonté de contrôle politique ou de donner des leçons à ces populations. Oui, de toute façon, la Chine n'a jamais été dans ses rapports avec ses partenaires économiques dans justement le fait d'imposer, par exemple, comme c'était le cas avec les États-Unis, qui étaient très présents en Afrique, mais qui imposaient toujours la bonne gouvernance, c'est-à-dire qui étaient toujours là changement de régime, forme d'occupation, etc. Des trucs politiques que souvent n'étaient pas très appréciés en tous les cas par les autorités en place. Selon vous, justement, est-ce qu'aujourd'hui l'Europe, en voulant ou en convoitant l'Afrique, cherche à obtenir, je dirais, des supporters. C'est-à-dire qu'on demande indirectement à l'Afrique de se positionner vis-à-vis de cette guerre. Et dans ces cas précis, si c'est le cas, pour quelles raisons, qu'est-ce que cela change ? Il y a les aides au développement, il y a toujours une question d'argent évidemment, donc l'Europe propose certaines aides au développement, il y a la question aussi des visas, je parlais de population jeune, mais beaucoup de jeunes Africains cherchent à venir travailler en Europe, et on voit bien que l'Europe aujourd'hui cherche à fermer les frontières, donc il y a tout un jeu du chat et de la souris sur cette question-là, et puis ce principe simple de savoir où sont les appuis pour les développements économiques futurs, c'est-à-dire si vous n'avez pas les terres rares, si vous n'avez pas les greniers d'abondance, si vous n'avez pas les appuis nécessaires, alors vous allez avoir beaucoup de mal à faire la suite des opérations. Regardez un exemple très, très, très simple, c'était sur des médicaments, la production de médicaments qui est maintenant faite majoritairement en Inde, et donc des médicaments aussi bêtes, aussi simples que l'aspirine. Mais en France, il y a eu quasiment un manque parce qu'on était incapable de produire ces médicaments. Donc on voit bien cette dépendance dont je parlais, ce déclassement des anciennes puissances, il est visible, on le vit actuellement, et c'est pour ça qu'il y a cet empressement à essayer de trouver des partenariats ou de renouveler des partenariats en Afrique, même si visiblement aujourd'hui c'est compliqué pour la France. Alors, il faut dire qu'au départ, au début de la crise en Ukraine, il y a eu quand même, lorsque le vote à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a eu quand même une abstention de beaucoup de pays africains, à l'exception de 2 ou 3 qui ont voté donc contre. Ça, c'est une position aussi de non-alignement, c'est une réponse de l'Afrique aussi, parce que l'Afrique a toujours été, si vous voulez, victime, elle en a toujours pâti, parce que à chaque fois qu'il y avait des guerres, ce positionnement va peut-être coûter cher à certains gouvernements. De quelle manière, selon vous, ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Je pense que les choses ont changé. Surtout l'Afrique du Sud, parce que c'est un petit peu le pivot de... C'est là le plus dur, mais ce qui a changé fondamentalement ces dernières années, et très rapidement, c'est la volonté de nombreux pays et de certaines puissances financières de sortir du dollar. La dédollarisation du monde, c'est le cas de l'Arabie Saoudite. On en parle de plus en plus. Voilà, de plus en plus. C'est le cas de la Chine aussi, qui veut vendre ses devises en dollars. Oui. Le pétrole, qui ne se vend plus qu'en dollars, mais en d'autres devises. Donc ce mouvement là fait que finalement, sortir de la dépendance américaine ne sera plus si terrible qu'il y a quelques années. Rappelez-vous, quand Kadhafi veut sortir le dinar or, très vite, il est sorti, voilà, parce qu'il était hors de question à l'époque de sortir du dollar. C'était une grande menace, oui. Et donc, les choses ont un peu changé parce que de plus en plus de pays et des gros pays de superpuissances sont capables de dire « je sors du dollar ». Donc, il y a cette volonté de s'affirmer sans prendre trop de risques, d'une certaine façon, de ces fameuses sanctions qui ont quand même fait du mal à de nombreux pays.
Oui, alors on va revenir maintenant à cette façon d'informer et je dirais, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, par exemple, dans les médias occidentaux, dans l'information de la désinformation justement, puisque de toute façon, on ne veut entendre qu'un seul son de cloche et que tout ce qui vient ou qui est contraire ne passe pas. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller à l'encontre de ce qu'on a toujours prôné en matière de liberté d'expression? Et je rappelle toujours si vous voulez, cet incident de Charlie Hebdo, lorsque tout le monde était donc Charlie à l'époque, et lorsqu'on disait est-ce qu'on pouvait rire de tout? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut plus parler de rien lorsqu'il s'agit de l'Ukraine? Pas que l'Ukraine. Même faire une caricature d'Emmanuel Macron, c'est problématique aujourd'hui. Oui. Et donc parler de l'Ukraine, alors encore plus problématique, mais je crois que c'est Albert Camus qui disait qu'il n'y a de bonne presse que de presse libre, puisque c'est pas possible de faire une presse autre que libre. On a les oripeaux d'une presse libre en réalité, mais une presse extrêmement auto-censurée qui va faire à peu près tout le temps la même petite musique, et c'est le problème, je pense, pour de nombreuses personnes qui cherchent à s'informer et qui se disent mais pourquoi, quelle que soit la chaîne de télé ou la radio que j'allume, j'ai à peu près tout le temps la même information, le même discours et pas la contre-plongée, l'angle différent pour essayer de comprendre mieux. Brièvement, monsieur Alexis. Et alors très brièvement, le projet malheureux dans lequel se sont engouffrées les démocraties angoissées, c'est la censure et la propagande. Et ça ne devrait pas être ça, on devrait défendre absolument la liberté de la presse et toutes les libertés. Merci beaucoup de terminer sur cette note positive. Je vous rappelle que vous étiez avec nous, Alexis Poulain, journaliste et cofondateur du média Le Monde Moderne, que je vous conseille d'aller voir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève notre émission. On se retrouve demain pour de nouveaux numéros de l'Échiquier International. Au revoir.